Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Ma direction de section d'assaut ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Luc Ondias est avec nous ce matin. Luc Ondias, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Très très bien, comme un bon vendredi matin. Ah ça, vraiment, tu as la forme. Alors Luc Ondias, la rubrique va s'achever. S'achève toujours par ton passage dans le studio. Ouais. Une rubrique qui était répartie en 8 étapes. Les 4 premières étaient passées. Là, les trois premières. Et là, tu as fait les 5 dernières. Voilà, la première fois, j'ai parlé du publipostage, la prospection téléphonique et l'emailing. Et là, cette semaine, on a parlé de l'utilisation d'Internet. Cinquièmement, aller dans les grands salons publics pour rencontrer des partenaires et des clients. 6, le street marketing, très très important. 7, organiser des rencontres, la possibilité d'organiser des rencontres à domicile sur invitation ou bien dans une salle de Libreville ou dans une salle de la ville où vous vous trouvez. Et 8, faire de la publicité en fait. Voilà, comme je disais dans la chronique, le plus souvent les gens quand ils démarrent leur business, ils ont du mal à trouver leur premier client parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et le contexte économique et business dans lequel nous évoluons à Libreville n'est pas toujours évident pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand on n'a pas un réseau fort au départ. Voilà, donc ce sont des techniques de prospection qui ont été testées et qui marchent et qui peuvent vraiment vous amener vos premiers clients. Voilà, maintenant j'ai insisté sur le fait que quand on démarre et qu'on n'a pas un réseau fort, on est un peu seul, on connaît quelques gens autour de nous, il est important de faire preuve d'audace. Beaucoup de jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés ne sont pas suffisamment audacieux. Ils ont un peu peur ou ils ont honte d'aller s'afficher, etc., ou de prendre la parole, etc. Là, dès qu'il y a une occasion qui se présente pour présenter ses services ou produits, il faut la saisir tout de suite. Et au début, il faut aller à la pêche au client. Ce n'est pas le client qui va venir vers nous. Même si on a un produit très intéressant, on peut avoir un très très bon produit, on peut offrir de très très bons services, mais si personne ne vous connaît, vous ne faites pas rentrer de cash dans l'entreprise. Donc il est important d'aller à la pêche au client et le plus souvent les gens ne savent pas comment faire. Et il y a des techniques simples de prospection qui sont très intéressantes. Par exemple, quand on parle des événements organisés dans Libreville, nous on est à Libreville, c'est pour ça que je parle de Libreville par exemple. Des salons, des événements que souvent on voit des bannières dans Libreville, ce genre de choses. Eh bien, quand tu vas à ces événements, il est plutôt triste de se rendre compte que c'est toujours les mêmes personnes qu'on rencontre là-bas. Tu vois, tu sais, le milieu entrepreneurial et business, c'est un milieu que quand tu rentres dedans, c'est souvent les mêmes personnes que tu vois. C'est souvent les mêmes personnes que tu vois parce que les entrepreneurs qui évoluent, qui prospèrent dans Libreville, on les connaît, tu vois. Alors que l'entrepreneuriat est quelque chose de très accessible aujourd'hui particulièrement pour les jeunes, hommes et femmes. Mais quand il y a des événements qui sont organisés, les gens n'y vont pas. Ils veulent faire du business, ils veulent développer leur entreprise, mais ils n'y vont pas. Voilà, donc cette question, je me suis posé pourquoi en fait. Parce que tout simplement, les gens ne sont pas suffisamment curieux, les gens ne sont pas suffisamment audacieux pour aller distribuer des cartes de visite, serrer des mains, faire des contacts, parler de ce qu'ils font aux gens qui sont autour d'eux. Voilà, j'ai aussi beaucoup insisté sur l'usage d'Internet. Voilà, moi je pense plutôt que tu n'as pas beaucoup insisté dessus. Waouh, c'est la partie de la chronique qui m'a pris le plus de temps. J'ai insisté énormément sur l'usage des réseaux sociaux et sur la bonne utilisation de son site internet. Voilà, déjà, donc nous sommes en 2016, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Il est important aujourd'hui pour quelqu'un qui se lance dans les affaires, qui crée sa structure, d'avoir un site internet. J'ai expliqué qu'il y a aujourd'hui sur internet des sites ou encore des logiciels très accessibles, voire pour beaucoup gratuits, qui permettent de créer un très bon site internet. Un site simple, un site vitrine qui permet de présenter ce qu'on offre comme services et produits. Et l'usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, au Gabon, la publicité traditionnelle a tendance à disparaître. À part la télévision et la radio qui restent encore quand même présents. Mais sinon, à part ça, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a aucun moyen de communiquer. J'ai insisté sur l'usage des réseaux sociaux, en particulier Facebook. Tu vois, en particulier Facebook. Facebook, c'est très accessible. Les gens passent beaucoup de temps, de plus en plus de temps sur Facebook au Gabon.
Tu vois, surtout dans les milieux urbains comme Libreville, les gens passent beaucoup de temps sur Facebook. Donc, c'est là où il y a le plus de monde qu'il faut aller communiquer. Et Facebook, c'est très accessible. J'ai dit que dans la stratégie Internet, dans la stratégie de communication digitale que l'on veut développer pour promouvoir son activité, il est important d'abord de commencer par son site Internet. Parce que quand quelqu'un va taper une recherche sur Google, s'il voit votre site Internet et votre page Facebook, en général, la première chose qu'il clique, c'est votre site Internet. Parce que s'il veut vraiment des informations sur ce que vous offrez comme service, il ne va pas aller sur Facebook. Il va aller d'abord sur votre site Internet parce que c'est là que vous présentez de long en large ce que vous proposez comme service et produit. Facebook entre dans la stratégie de réseaux sociaux. C'est là où on peut communiquer au quotidien sur nos activités, sur ce qu'on fait, des photos de nos événements, mettre en avant un produit, etc., etc. Mais il y a des gens qui disent, oui, voilà, moi, j'ai pas de site Internet, donc je vais utiliser Facebook pour pouvoir, comme site Internet, pour pouvoir communiquer. Non, Facebook n'est pas un site Internet. Facebook, c'est un réseau social qui permet de communiquer auprès de votre communauté. Voilà, donc toute la stratégie de communication digitale doit tourner autour de votre site Internet de sorte que tout ce que vous allez communiquer dans les réseaux sociaux et dans Google, les moteurs de recherche, etc., doivent diriger sur votre site Internet. D'accord? Donc, on doit d'abord avoir un site Internet et après, on peut développer une stratégie de communication dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Facebook est très accessible pour des petits budgets. Tu vois, moi, je communiquais parfois sur des événements que j'organisais avec 10 000 francs. Tu vois, 10 000 francs, ça fait en moyenne 15 euros, en moyenne 18 $. Tu vois, tu vas avec ta petite carte prépayée, tu as mis tes 10 000 francs dessus et puis c'est fini, tu programmes ça avec un beau petit visuel que tu as fait. Et puis les gens te voient, les gens réagissent. Aujourd'hui, Facebook, c'est très, très performant. Tu peux créer des événements, tu peux mettre en avant un post, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un très, très bon moyen de communiquer et de se faire connaître. Bien entendu, c'est toute une science, tu vois, les réseaux sociaux. Il faut savoir comment utiliser ça, comment parler avec les gens qui demandent des renseignements, etc. Par exemple, si tu communiques sur un événement et puis quelqu'un vient demander un renseignement, s'il vous plaît, où est-ce que vous vous trouvez? Parce que ça m'intéresse. Et puis tu lui réponds pas, il va dire, bon, vous n'êtes pas sérieux. Tu vois. Voilà, donc c'est important de savoir comment utiliser Facebook. Et bien entendu, il y a d'autres manières également de communiquer en dehors de juste écrire un post. J'ai parlé aussi de la vidéo. La possibilité de faire de petites vidéos et de mettre en avant ces petites vidéos-là sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de se faire connaître. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup de ça, j'ai parlé du street marketing, la possibilité d'imprimer des petits flyers, des petits flyers et d'aller les distribuer là où il y a du monde en fait. Je sais pas moi, à Libreville, vous allez sur la plage du lycée Mba, il y a beaucoup de monde, les jeunes, etc. Si ta cible c'est les jeunes, tu vas là-bas, tu distribues et tu touches beaucoup de monde. Il y a énormément d'embouteillages. J'ai parlé de ça dans la chronique. Il y a énormément d'embouteillages à Libreville. Souvent, les gens sont là, ils font rien, ils sont dans les embouteillages. Je sais pas moi, tu vas là au bord de mer en face de la présidence ou bien au centre-ville. Tu viens, tu distribues tes petits flyers et quelqu'un, je disais, qui est dans la voiture, dans la tente, fait rien. Il prend par plaisir, il regarde. Et si ça l'intéresse, qu'est-ce qu'il fait? Il est au volant, il est en arrêt. Il prend, il appelle. Voilà, tu vois. Donc, il y a beaucoup de petites techniques comme ça. Et les salons publics, c'est pas constant au Gabon, hein, les salons publics. C'est pas constant, c'est sûr, c'est pas constant. Mais quand il y en a, faut les saisir, faut y aller. Moi, je vais parfois à des salons qui n'ont rien à voir avec mon secteur d'activité, juste par curiosité, juste pour voir qui il y a là-bas. Ça permet aussi d'écouter des gens qui viennent parler en public, ça permet de serrer des mains, venir à des stands, parler avec des gens. Et puis tu es là, bon, c'est intéressant ce que vous faites, moi, voici ce que je propose. Voilà, on peut travailler ensemble, je sais pas comment on peut collaborer, je sais pas, voilà. Tu vois, tu fais des contacts, il faut aller à l'audace. Et aujourd'hui, l'histoire de rester dans son coin, être timide, là, ça marche plus, tu vois, ça marche plus. Il faut aller à l'audace, le monde a changé. Donc si tu sais pas te bouger, ça marchera pas pour toi. Tu vois, donc moi, quand j'ai lancé mon entreprise, je connaissais personne, moi, à Libreville. Tu vois, je connaissais personne, je suis là, il faut que je fasse du chiffre avant la fin du mois. Mais dès que j'entendais, je sais pas moi, même le New York Forum, je suis parti. Tu vois, je me suis battu pour avoir une invitation, j'ai appelé des contacts. Pourtant, on dit New York Forum. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas tout ce qui peut tourner autour de New York Forum. Moi, ce sont mes contacts que je veux faire pour mon entreprise. Voilà. Il y avait le salon de l'agriculture qui s'était passé au jardin botanique. Mon business n'a rien à voir avec l'agriculture. Pourtant, je suis parti, je me suis assis, j'ai regardé. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai parlé avec des gens, etc. J'ai peut-être pas fait de business suite à ça, mais c'était très intéressant et très enrichissant pour moi. Voilà. Donc, un entrepreneur
et quelqu'un qui est très audacieux, qui s'adapte, qui va à la pêche au client, qui reste pas là sans rien faire. Et c'est comme ça qu'on construit son réseau. Et même quand on fait des contacts, même si la personne avec qui tu es en train de discuter n'est pas intéressée par ce que tu proposes pour elle, elle peut connaître quelqu'un qui va être intéressé. Elle va dire, ah, je prends votre carte parce que je connais quelqu'un qui va être très intéressé par ce que vous vendez. Voilà, les salons. J'ai parlé également de la possibilité d'organiser des rencontres à domicile ou dans une salle de Libreville. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui lançait un site internet où il proposait des services et il a loué une salle de mairie. Il louait ça pour pas grand chose. On lui a proposé ça pour. Il louait une fois par semaine. Il avait pris un jour tous les matins. Et puis ce qu'il faisait, il envoyait des emails à des professionnels et à des journalistes. Et il disait chaque semaine, tel jour à la même heure, dans telle salle de Libreville, vous pouvez venir, j'offre un petit déjeuner. Et puis vous venez. Et quand les gens venaient, et tu sais que les Gabonais aiment manger gratuitement en plus. Donc les gens viennent pendant à peu près 1h30. Ils viennent très tôt, 7h, 7h30. Et les gens savent qu'à 9h, ils doivent être partis au travail. Donc les gens venaient à 7h. Et puis lui, il avait fait son petit PowerPoint et il présentait son activité. Les gens étaient là avec thé, jus d'orange. Ouais, c'est intéressant tout ça. Là. Et il a décollé comme ça. Et ça lui a ouvert des portes chez des professionnels qui après l'ont recommandé, etc. Tu vois, quelqu'un à qui tu as donné un bon petit déjeuner le matin, il va te recommander. Clair, il va quand même t'écouter. Voilà. Et puis il y avait quelques journalistes qui venaient, qui avaient leur petite caméra et qui filmaient, et puis qui lui disaient, bah écoute petit, c'est intéressant ce que tu fais, on va. Et puis on a vu son reportage passer sur des chaînes de télévision, etc. Tu vois, et c'est comme ça qu'il a décollé. Et aujourd'hui, il travaille, il a même des salariés. Tu vois, donc j'ai trouvé ça très intelligent. Et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit c'est top. Et ça m'a donné des idées parce que moi, j'avais pas pensé à ça en fait. Voilà. Et les salles de mairie en question étaient très accessibles en termes de prix. Ça lui coûtait rien. Pas grand chose, à peine 30 000 francs, 40 000 francs qu'on lui donnait pour 1 heure ou 2 heures. Voilà. Tu vois, donc il faut être un peu curieux, un peu culotté, faire preuve d'imagination, de créativité. Et puis il faut jamais se dire que oui, c'est Libreville, c'est le Gabon, il y a rien, etc. C'est faux. S'il y a rien, c'est le moment de faire quelque chose. Voilà. Voilà, le monde tourne autour le succès tourne autour de principes. Il faut connaître ces principes, les mettre en pratique, et puis tu auras les résultats. La prochaine chronique parlera de quoi alors? On va rester dans le domaine des affaires. Je ne sais pas si je vais parler de la communication, mais en tout cas, je vais donner une chronique toujours dans le sens d'aider les entrepreneurs à développer leur structure. Voilà, donc je vais... déjà, il y aura du marketing dedans, je vais un peu parler de marketing. Et puis, comment gérer son entreprise au quotidien. Il y a des principes, des habitudes qu'il faut faire, des choses à faire pour pouvoir développer son entreprise. Voilà, donc là, je rentre un peu dans une petite série de conseils dans le domaine pour pouvoir aider les jeunes à développer leur structure. D'accord, voilà. Les Condas, tu restes avec nous, tu bouges pas du studio. Nous avons monsieur James Ola dans le studio des 104.5 Urban FM. Ajuste son micro, Ingrid, voilà. C'est de la radio-réalité, donc ne vous en faites pas. Lui, il a écrit un livre sur le professionnalisme. Monsieur Ola, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, c'est vendredi. Hein. Tout le monde dit que c'est vendredi. Quoi, le vendredi, c'est particulier pour vous? Oui, c'est le début du week-end. Hein. J'aime bien. C'est la période où je commence à me penser à la détente. Ah, d'accord. Donc, le reste de la journée, vous travaillez? Oui, je travaille, mais je pense déjà à la détente. La détente ne dure que 2 jours, hein, samedi et dimanche. Oui, tout à fait. On est tombé sur un site là où il y a votre CV. Ça s'appelle viado.com. Ah, Viado, oui. Ah, oui. Ouais, vous avez un CV de la mort. Hein. Moi, il est trop long, c'est ça? Non, il n'est pas long, mais il est lourd. Oh, c'est un CV classique, hein. C'est un CV de quelqu'un qui a quelques années, quoi. C'est normal. Ça devient vous l'amour du développement personnel, du développement des hommes, de l'humain, de la ressource humaine. Parce qu'à la base, vous êtes juriste. Oui, c'est ça. Oui. En fait, j'ai commencé comme juriste, hein, parce que j'ai un diplôme en droit et j'ai commencé à travailler comme juriste d'entreprise. Et puis, peut-être que ça vient de moi, au fond, hein, je l'avais toujours enfoui en moi. Et donc, je suis allé après faire des ressources humaines, donc vraiment s'occuper des hommes et des femmes, de l'organisation.
Et j'ai passé le plus clair de ma carrière dans les ressources humaines, quoi. Et j'ai une passion pour développer les gens, pour aider les gens en fait à se développer. C'est quelque chose que j'ai en moi. Alors c'est bizarre, mais je développe pas mal de personnes, mais je prends plaisir à le faire. Donc je le fais même pas pour les personnes elles-mêmes, hein. Déjà pour moi-même, je suis un peu égoïste. Je prends plaisir à voir des gens se développer, grandir. Et ça, Devenir des... Voilà, devenir ce qu'ils veulent devenir. Donc Des fois, ils savent même pas ce qu'ils veulent devenir. Oui, donc il faut les aider, quoi. C'est là le travail le plus compliqué, en fait. Tout à fait, il faut aider les gens à pouvoir identifier leurs talents, c'est important. Donc je l'ai fait en entreprise, et ça fait maintenant 10 ans que j'ai quitté le monde de l'entreprise de l'intérieur. Maintenant je conseille, et quand je vois les gens que j'ai recrutés ou que j'ai aidés, j'ai l'impression que quelque part j'ai réussi aussi, quoi, au travers de ces personnes-là. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Le professionnalisme. Oui, ça c'est Pourquoi ce thème-là? Parce qu'après, quand on regarde à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-thèmes. Oui, tout à fait. Parce que c'est assez vaste, hein, comme concept. Hein. C'est ce que je me disais. En fait, j'ai écrit d'abord sur le management. Il y a maintenant, en 2013, hein, j'ai écrit un livre sur le management pour expliquer un peu simplement c'est quoi le management. Parce qu'en général, en dehors des écoles ou dans l'entreprise, on parle très peu de ça. Et quand je dis des écoles, c'est des business schools. On apprend un peu le management, mais c'est de façon très théorique. Aussi, en fait, j'ai commencé à donner des cours à l'université. Et j'avais des étudiants qui étaient en Master 2, qui devaient sortir et qui ne savaient même pas ce que c'est que le management. Je me suis dit, il faut quand même écrire quelque chose parce que il faut aider nos jeunes à pouvoir au moins connaître ces choses-là avant d'arriver sur le marché du travail pour être un peu plus compétitif. Donc j'ai écrit sur le management. Après, j'ai écrit sur le leadership. Pourquoi j'ai écrit deux livres comme ça? Un sur le management, l'autre sur le leadership. Parce que j'ai voulu montrer que c'était différent. C'est complémentaire, mais c'est différent. Donc c'est le deuxième livre que j'ai écrit sur le leadership. Le troisième, c'était un petit peu en termes d'efficacité, hein, sur la gestion du temps. Comment gérer notre temps. Alors nous, les Africains, on nous colle beaucoup d'étiquettes qui sont pas toujours exactes. Aujourd'hui, en 2016, hein, on a beaucoup plus le sens et la nécessité de bien gérer notre temps. Donc j'ai voulu un petit peu relativiser les choses, quoi, et puis mettre un petit peu à la poubelle tous ces clichés. Les Africains sont comme si... Moi, je connais des Européens qui sont jamais à l'heure, hein, donc c'est pas un problème de race, c'est un problème d'individu et de gérer ses priorités. Donc j'ai écrit ce livre-là l'année dernière, et cette année, c'est sur le professionnalisme. Alors vous avez raison, il y a beaucoup de choses que je traite là-dedans. D'ailleurs, il y a un journaliste qui m'a dit, oui, mais vous parlez vraiment du bouquin en lui-même au chapitre 8. Pourquoi? Je dis, pour que les gens lisent. Ce qui fait que quand votre... collègue m'a vu ce matin en me disant « Tiens, j'ai lu votre livre et je l'ai lu jusqu'au bout. » J'étais content. Voilà, donc le professionnalisme, c'est quoi? En fait, je définis ça simplement. C'est beaucoup plus dans la dimension personnelle, dans la dimension savoir-être, la dimension comportementale, attitude. Parce que quand on parle du professionnalisme en général, on met l'accent sur le côté technique, sur l'expertise technique, sur les diplômes et tout ça. Et ça nous a beaucoup tués, hein, ça nous a mené nulle part d'ailleurs, hein, parce qu'on a de plus en plus de diplômés, mais bon, les choses ne vont pas forcément mieux en Afrique. On a de plus en plus de personnes qui sont compétentes techniquement, mais qui sont des piètres managers, des piètres leaders. Donc j'ai voulu dire aussi qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la dimension personnelle, comportementale, la dimension habitude positive qu'il faut avoir pour vraiment être un professionnel. Parce que si vous avez, je prends quelques exemples dans le livre, hein, vous avez un mécanicien à qui vous laissez vos véhicules, il vous dit de passer à 17h, vous passez à 17h, le véhicule n'est pas prêt, et il n'est pas là. Enfin, il est là, mais il est caché derrière. Il dit à son apprenti, dis-lui que je suis allé faire une course. Bon, c'est probablement un bon mécanicien, mais est-ce que c'est un professionnel? Non, du tout. Ok. Il est techniquement bon, tout le monde en parle dans la ville, que quand vous lui donnez votre véhicule, il est top. Est-ce que c'est vraiment un professionnel lorsqu'il vous donne des rendez-vous qu'il ne tient pas? Pas du tout. Donc j'ai voulu mettre l'accent sur ce côté comportemental, qui est pour moi extrêmement important, et qui fait la différence entre les individus, entre les professionnels et les non-professionnels. C'est surtout dans le comportemental que ça se passe. Des personnes qui ont des compétences techniques, on en trouve beaucoup. Hein. Mais des personnes qui respectent leurs engagements, des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui tiennent parole, on n'en trouve pas beaucoup, malheureusement. Donc j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. Et j'ai été conforté d'ailleurs. J'ai vu une vidéo du président Obama. D'ailleurs, je l'ai remise sur mon blog. Une vidéo où il explique que tout ce qui est kindness, il dit kindness, c'est-à-dire la bonté, la gentillesse, la compassion, qu'on peut appeler aussi l'empathie, tout ce qui est honnêteté, c'est parfois beaucoup plus important
les compétences techniques et que le savoir-faire. J'ai beaucoup aimé cette vidéo-là. Il faisait un discours à l'occasion d'une remise de diplôme dans une université américaine. Et donc j'ai pris cet extrait et je l'ai traduit et je l'ai mis sur mon blog pour expliquer que les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est un petit peu humain, est souvent beaucoup plus important que la dimension technique. Voilà. Donc le livre tourne un petit peu autour de ça pour montrer l'importance du savoir-être, c'est-à-dire attitude et comportement. Ouais, on a eu un petit débat avec Gina parce qu'elle a lu le livre. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et puis tout ce qui tourne autour du développement humain en général, je m'attarde pas trop dessus parce que je pense qu'il y a des moments, et c'est là où j'arrive, la question sur l'intelligence. À des moments, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout intelligents. Ça, c'est de la provocation, ça. Non, c'est pas de la provocation, je le pense sérieusement. Il y a des gens qui sont pas du tout intelligents. Oui, non, mais je pense que dans mon livre... Votre démonstration sur l'intelligence... Ça vous a convaincu quand même, non? Non, ça m'a pas convaincu. Oh là. Alors, faites mon plaidoyer puisque vous l'avez lu. Non, elle était d'accord avec vous. C'était ça la base du débat, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, c'est-à-dire je pense que l'intelligence, c'est un tout qui ne peut ne pas être scindé. Et vous venez de le dire. Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne sont peut-être pas professionnels. Et je considère que l'intelligence, c'est un tout. Et il y a un moment précis de la situation où on dit que cette personne est intelligente ou elle ne l'est pas. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec votre démonstration. Oui, alors, je vous fais... je vais vous offrir le livre et vous allez, à la limite, vous concentrer uniquement sur le chapitre 2, qui est suffisamment complet et qui a été une découverte. Les gens qui ont déjà lu ce livre, à chaque fois que je leur demande, je dis, mais qu'est-ce qui vous a plu là-dedans ? Ils me disent, franchement, j'ai découvert un truc que je ne savais pas. Sur l'intelligence. Oui. Parce qu'ils n'ont pas lu les racines de l'intelligence de Dimanche des Sonatons. Il faut qu'ils lisent ce livre. Bah alors attendez, vous commencez pas à parler du livre de quelqu'un d'autre, parlez du mien. Non, en fait, c'est pour soutenir mon argumentaire. Je sais, d'accord. Bon, alors le problème c'est que j'ai pas lu ce livre-là dont vous parlez, et vous n'avez pas lu le mien. Alors, c'est difficile. Mais en fait, je vais essayer de défendre le mien en fait. Hein. Non, en fait, je pense que on est pour différentes raisons, dominé souvent. Par deux types d'intelligence, c'est-à-dire les gens qui parlent bien, voilà, on dit il est intelligent. Parfois il raconte n'importe quoi, on dit il est intelligent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence verbo-linguistique. Et ça c'est courant. En général on voit ça. Et puis l'intelligence logico-mathématique, le gars qui a la bosse des maths, le gars qui est bon. Généralement ce sont les deux types d'intelligence qui sont les plus répandus. Pourquoi ? Parce que en fait ce sont ces deux types d'intelligence qu'on mesure dans le quotient intellectuel. Le fameux QI. Voilà. Mais dans le livre, j'explique qu'il y en a encore d'autres. Quelqu'un qui a une intelligence spatiale, il peut vous faire des économies, vous n'aurez pas besoin d'un GPS avec cette personne-là. Elle sait exactement où elle va. Quelqu'un qui sait utiliser son corps. Alors, quand vous allez lire mon livre, vous allez constater que, waouh, mais il y a des personnes que je considère, entre guillemets, comme étant pas intelligentes. Je ne vais pas donner le... pas intelligentes, mais en fait, elles le sont. Sauf que ces formes d'intelligence ne sont pas toujours sollicitées au même moment. Et parfois, on a aussi des a priori. Alors, quand on n'a pas un diplôme élevé, quand on n'a pas fait des hautes études, ou quand on n'a pas une réputation d'être techniquement bon, on va dire il n'est pas intelligent. Mais il y a d'autres formes d'intelligence. Quelqu'un qui sait utiliser son corps, un danseur, c'est extrêmement important. C'est une intelligence du corps, c'est très important. Quelqu'un qui sait se repérer dans la forêt, nos pygmées sont très intelligents. Les Amérindiens sont très intelligents. Ils ont une intelligence spatiale, l'intelligence musicale. Quand vous allez lire mon livre, vous allez peut-être relativiser, votre point de vue aujourd'hui sur l'intelligence. Il y a des intelligences qui sont beaucoup plus sollicitées que d'autres, je l'admets, mais nous avons tous une de ces formes d'intelligence. C'est pour cela que je dis dans mon chapitre 2, nous sommes tous intelligents. Alors, est-ce que je peux réagir par rapport à l'intelligence ? Parce que l'intelligence, la définition de l'intelligence, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma vie aussi. Moi, dans les chroniques, c'est possible, je parle beaucoup de ces choses-là. Et ma perception et ma compréhension de l'intelligence s'est beaucoup ouverte et développée lorsque j'ai rencontré quelqu'un que vous avez aussi rencontré, qui est aussi un peu aussi Dr. Myles Munroe. Voilà. La définition de l'intelligence que j'ai reçue en fait de tous ces personnes-là, au-delà de l'intelligence musicale, etc. Parce que là, on est dans la science, on est dans etc. C'est ce que je disais, parce que vous revenez beaucoup à des fonctionnalités pratiques. Oui, mais... Alors qu'il y a des fonctionnalités abstraites qui peuvent marquer l'intelligence que certains n'ont pas.
Parce que pour avoir des potentialités pratiques, il faut qu'elles partent de l'abstrait. Et c'est là où il y a des galettes. Oui, mais moi, je Là, vous êtes dur, là. Oui, mais moi, je donne une autre définition de l'intelligence. Je donne une autre définition de l'intelligence pour venir appuyer encore tout ce que vous dites. Parce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas de diplôme, etc., moi, je vois l'intelligence comme la compréhension de ce qu'on a appris. Tu vois, il y a la connaissance, je le dis, je ne sais plus dans quelle chronique, il y a la connaissance, c'est un peu toutes les informations que l'on reçoit au travers de l'école, etc. On comprend ces informations, on devient intelligent. C'est-à-dire, on a compris maintenant. Et lorsqu'on décide de le mettre en pratique, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire savoir prendre cette intelligence-là et savoir comment l'appliquer au bon moment pour résoudre les problèmes. D'accord ? Donc, tout ça, les intelligences dont vous parliez dans le livre sont vraiment très très bien. Et je trouve que je pense qu'il faut les connaître. Mais je pars du principe que quelqu'un qui est un autodidacte, qui apprend de lui-même, qui apprend à se développer, en fait, c'est prendre ce qu'il apprend de la vie, tu vois, et le comprendre. Et quand il le comprend et arrive à l'expliquer, tu vois, il est intelligent. Et quand il sait maintenant le mettre en pratique pour résoudre des problèmes, ben là, il prospère dans la vie avec. Monsieur Ola, votre livre, il est juste descriptif ou bien il y a des exercices pratiques pour comprendre le professionnalisme? Alors, il y a pas d'exercice pratique. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'exemples concrets. Ouais. Parce que c'est un livre que je dédie à la jeunesse, parce que je pense que c'est extrêmement important que les jeunes commencent à devenir professionnels. On ne devient pas professionnel lorsqu'on commence seulement à travailler. Le professionnalisme, c'est une qualité de l'individu qui agit comme un professionnel. Et quand vous allez le lire, il y a beaucoup d'exemples concrets. Il y a aussi des exemples, je parle aussi de la gestion de carrière. Vous savez, pour des professionnels ou des jeunes professionnels qui commencent à travailler, qu'ils soient conscients de gérer leur carrière dans l'organisation où ils sont le plus tôt possible. Donc je parle de la gestion de carrière aussi là-dedans, la prise en main de l'individu lui-même, de son propre développement, de sa carrière, parce que les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le souci de développer les carrières des individus, elles ont plutôt le souci de former, pour celles qui ont encore des moyens pour envoyer des gens en formation. Donc il y a une responsabilisation accrue de l'individu sur son propre devenir, sur son propre développement, sur sa propre carrière. Et donc j'en parle aussi là-dedans, dans le livre. Mais c'est un livre, je pense, qui est assez pratique, dans le sens où je donne des exemples, y compris des exemples personnels, comme vous disiez au début de l'émission que j'étais juriste, et que voilà, je suis allé dans les ressources humaines. Bon voilà, c'est la preuve aussi de la capacité à changer de filière, à gérer sa carrière, à saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour pouvoir se développer. Je ne sais pas si... Alors, moi, j'ai une question. On passe du chapitre 1 au chapitre 8. Le titre de votre livre, c'est le professionnalisme. Oui. Tout à l'heure, vous l'avez effleuré très rapidement. Oui. Pourquoi vous n'avez pas commencé votre livre par chapitre 1, le professionnalisme, Mais et puis ensuite... Mais vous aurez arrêté de lire après le chapitre 1. Non, vous aurez donné, par exemple, un professionnel, c'est ça, et ensuite vous serez parti à expliquer pourquoi on doit bien écouter, comment on doit faire pour bien écouter, comment on doit faire pour bien parler, et ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que dans votre tête, d'abord, vous pensez qu'on doit passer par toutes ces étapes-là avant d'arriver au professionnalisme et ensuite commencer à penser carrière? C'est comme ça que vous avez monté votre livre, c'était ça votre vision? Oui, on dirait que vous l'avez bien perçu. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, je voulais préparer le terrain quand même, avant de parler du sujet. C'est-à-dire que c'est toujours bon de préparer la terre sur laquelle vous allez semer. Sinon, vous allez semer dans le... J'ai dit quelque chose qui me fasse rire. Non, j'ai pensé à quelque chose. Vous avez pensé à quelque chose. Allez, exprimez votre pensée. Non. Ok. J'exprime rarement mes pensées. D'accord. J'exprime ce que les gens veulent entendre, c'est important. Pour les ressources, pour les relations humaines. Oui, mais si vous avez un interlocuteur qui dit exprimez votre pensée, profitez de l'occasion. Non, sérieusement, je voulais en fait préparer le terrain quand même, avant de pouvoir aborder le sujet tout de suite, parce que si on l'aborde d'entrée de jeu, ok, ça va, je sais ce que c'est, voilà, j'arrête. Donc je voulais quand même préparer le terrain et expliquer aux gens la nécessité de, par exemple, sur les intelligences, d'abord ouvrir ce débat simplement pour dire
ce livre s'adresse à tout le monde. Et puis, je voulais aussi valoriser tout le monde, en me disant que si on dit que l'intelligence, c'est uniquement les gens qui ont un quotient intellectuel très élevé, aujourd'hui, on mesure aussi ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Vous voyez, tout ce qui est vraiment, d'ailleurs, dans les entreprises, les gens qui montent haut dans la hiérarchie ne sont pas forcément les gens qui étaient les premiers de classe. Mais ce sont les gens qui savent travailler en équipe, qui savent respecter les autres, qui savent écouter. Donc, ces aspects sur l'écoute, la prise de parole en public, sur la capacité à bien écrire, ces choses-là. Vous avez fait tout un article sur la prise de parole en public. Est-ce que Tout vous un pensez que chapitre, tout un chapitre, est-ce que Oui. vous pensez que c'était un gros problème au Bah Gabon, oui, par exemple? prendre la parole, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir exactement ce que vous voulez Faut pas dire. être foutu. Quel est le message? Je crois que la chronique précédente parlait un petit peu des gens qui se bougent pas, quoi. Il faut être un peu... il faut parfois se faire violence, il y en a qui sont timides. En entreprise, tu es obligé de faire des présentations, tu es obligé de venir devant les gens, tu es obligé de t'exprimer, tu dois faire un plaidoyer, tu dois défendre une cause. Et donc je dis aux gens qu'il faut apprendre à prendre la parole en public, c'est extrêmement important. Hein. C'est un petit peu de lutter contre la timidité naturelle qu'on peut avoir. Donc, Ça ne s'apprend pas à l'école. le problème, c'est que... Comment quelqu'un qui est déjà timide à la base, vous Ouais. allez lui dire, il faut apprendre à parler en public, il connaît pas les techniques, il connaît Ben, vous pas lui dites, les... vous l'enseignez, vous lui donnez des techniques, vous lui dites comment il faut respirer, comment il faut articuler. D'accord. Il y a des cours pour ça. Et à mon avis, ce qui est extrêmement important, c'est pour ça que j'écris ces livres, c'est le 4e maintenant, et je m'adresse beaucoup aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas tout ça à l'école, malheureusement. Le monde a changé, ça va très vite. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les offres d'emploi, il y a de moins en moins d'offres d'emploi qui demandent les étudiants sortis. On vous demande les gens qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. Hein, vous en savez quelque chose, hein 4 ans d'expérience. Mais tu vas les avoir où? Même les stages, c'est difficile. Donc, quand on écrit ce genre de livre, c'est pour cela que les jeunes doivent le lire, parce que vous apprenez de plusieurs façons, hein, dans vos lectures, dans vos expériences vécues, et ainsi de suite. Hein. Quand vous mettez en pratique l'intelligence que vous avez acquise, la connaissance que vous avez acquise, vous devenez intelligent, comme le chroniqueur le disait avant. Donc moi, je pense qu'il faut que les jeunes lisent ce genre de livre, au moins pour apprendre de ceux qui sont passés par là. Prendre la parole en public, c'est important. Pendant toute leur scolarité, ils n'ont peut-être pas fait ça, mais qu'ils soient conscients que c'est important pour eux. Et quand ils arrivent sur le marché, ils sont un peu plus aguerris. Ils savent, au moins ils sont au courant, ils ont ce qu'ils appellent en anglais awareness. Ils savent que c'est important de savoir parler en public, c'est important de bien écrire. C'est pour ça que j'écris ce genre de livre aussi. Pour moi, les jeunes, 60% de la population africaine Alors, ont 20 ans. oui, c'est des Alors, jeunes, moi, hein. je vais réagir parce qu'en fait, vous parlez d'un point très, très important dans le chapitre 8 sur le professionnalisme, qui est l'attitude. Tu vois, et ça me fait réagir. Pourquoi? Parce que pas plus tard que ce matin, très tôt, je faisais une réunion avec un de mes collaborateurs et puis je lui reprochais en fait son attitude. Il avait une très mauvaise attitude et ça m'embêtait beaucoup en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, tu vois, à la jeunesse gabonaise qui, de manière pratique, quand ils recherchent des stages ou quand ils rentrent dans la vie active en entreprise, au sujet de leur attitude? Parce que beaucoup, on peut être très intelligent. Parce que moi, je crois que quelqu'un peut être très intelligent, avoir un gros potentiel, mais se faire totalement disqualifier à cause de l'attitude. Dans le livre sur le leadership, vous intervenez également sur le caractère. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu un tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la jeunesse par rapport à l'attitude dans le cadre du milieu professionnel? L'attitude à avoir, etc. Vous en parlez dans votre livre et je ne vais pas prendre le temps de lire toutes les pages que j'ai devant moi, mais ça m'intéresse particulièrement. Et je lirai le livre, en parenthèse. Très bien. Ben écoutez, l'attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est notre état d'esprit, hein. C'est notre façon de penser. Et c'est important que les jeunes... Bon, moi, j'aime pas trop quand on tire sur les jeunes. Parce que je me dis, c'est facile de tirer sur eux si on ne leur donne pas également les moyens D'accord? de pouvoir avoir les bons exemples aussi. Hein, parce qu'une attitude, c'est notre manière de penser, c'est notre manière de voir les choses. Et c'est souvent le fruit un peu de notre éducation, de notre environnement, des valeurs qu'on nous apprend et qu'on va nous inculquer. C'est ça qui va faire notre mindset, notre état d'esprit. Et c'est ça qui va après, par la suite, influencer notre comportement. Donc si, par exemple, on attend de jeunes professionnels qu'il ait telle attitude, donc tel état d'esprit, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que manager, pour les aider à avoir cet état d'esprit? Qu'est-ce que nous faisons comme parents pour avoir nos enfants avoir le bon état d'esprit? Donc, l'état d'esprit, l'attitude d'un individu est fonction aussi de son environnement, de ce qu'il apprend, des exemples qu'il a. Donc, moi, je dirais tout simplement aux adultes qui ont un peu abandonné leur rôle, de dire quels sont les exemples qu'on donne aux jeunes. Parce que les jeunes ont besoin d'avoir des exemples. C'est ça qui va forger un peu leur état d'esprit, leurs valeurs. Mais quels sont les exemples que nous donnons aux jeunes?
Moi, avant de faire un procès aux jeunes, je veux d'abord me poser la question au niveau de la société de façon générale. Qu'est-ce que les gens qui sont des leaders ou qui se prétendent tels, quel exemple donnent-ils aux jeunes? Quels sont les exemples aujourd'hui que les jeunes ont? Quels sont les modèles que les jeunes ont? Je ne veux pas faire un procès sur les jeunes, parce que les jeunes ne sont que la conséquence de la société. La société, malheureusement, entre guillemets, elle est encore dirigée par les adultes. Qu'est-ce que nous donnons comme exemple à nos jeunes? Je suis d'accord. Bien sûr, on est d'accord Voilà. avec vous. Si les jeunes n'ont pas de modèle, Voilà. ils- Donc, il ne faut pas tirer sur eux. Ces livres s'adressent aux jeunes, ils s'adressent aussi aux moins jeunes, comme je dis. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une attitude, si vous voulez que les gens, par exemple, arrivent à l'heure, qu'ils soient conscients que arriver à l'heure, ça fait partie du professionnalisme d'ailleurs. C'est très important d'être ponctuel, arriver à l'heure, au travail, ainsi de suite. Bon, vous déjà, vous arrivez à quelle heure? Voilà. Il faut montrer l'exemple. On ne peut pas diriger sans l'exemple. Diriger sans l'exemple, c'est la théorie. Donc, lorsqu'on a une exigence vis-à-vis des gens qu'on dirige ou vis-à-vis des jeunes, il faut déjà qu'on montre l'exemple. Et c'est très très difficile. Donc, les jeunes sont le reflet des aînés. D'accord. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc je n'aime pas trop qu'on tape sur les jeunes. C'est pas pour les chouchouter, hein, mais c'est pour dire, écoutez, ils ne sont que le reflet de la société, ils ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Si nous voulons que les jeunes changent, ils aient une attitude différente, il faudrait que nous-mêmes nous ayons déjà une attitude différente et un comportement différent. Monsieur James Sola. Oui, Je peux poser une question. Vas-y. Donc, je voulais vous demander quelles sont les étapes principales pour développer la polycompétence dont vous parlez dans votre ouvrage quand on est un jeune et qu'on n'est pas forcément à la base très compétent. Alors la polycompétence, c'est un petit peu la capacité à faire les choses différentes. Je pense que le chroniqueur tout à l'heure, monsieur Luc Ondias a donné un exemple. Il dit bon voilà, il est curieux. Première chose, il va dans des salons qui n'ont absolument rien à voir avec son business, mais il a une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, il faut savoir que ça va être difficile de faire le même job tout le temps. D'abord, l'entreprise dans laquelle vous êtes va peut-être être structurée. C'est maintenant. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, bon, au niveau du Gabon, c'est maintenant nouveau. Mais moi, je connais ça depuis Kala, les fusions, les changements d'actionnaires, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vous faites un boulot, mais vous devez avoir à l'esprit que le boulot que vous faites aujourd'hui n'est peut-être pas forcément celui que vous ferez quand vous irez à la retraite. Vous aurez peut-être fait 2 ou 3 autres métiers. Donc, avoir une ouverture d'esprit, se dire maintenant, il faut être flexible, ouvert, curieux. Allez découvrir des domaines que vous ne connaissez pas, mais qui sont peut-être des domaines porteurs du point de vue de l'emploi. Admettons, faire de la programmation informatique, je suis sûr, même s'il dit qu'il y a des gens qui sont bêtes, je suis sûr que vous mettez quelqu'un pendant 6 mois, il ne fait que ça, matin, midi, soir, à la fin des 6 mois, il va être capable de vous faire un programme. Donc, la polycompétence, c'est avoir cette ouverture d'esprit de se dire, je ne ferai peut-être pas le même boulot que je fais aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Que je sois déjà ouvert dans mon esprit à embrasser autre chose, à être curieuse, à voir un petit peu où va le marché, où sont les offres d'emploi, ainsi de suite, comment je peux éventuellement me réinventer professionnellement. Donc, il faut déjà avoir cet état d'esprit. J'étais juriste et une opportunité s'est ouverte dans mon entreprise pour faire des ressources humaines et je pouvais me développer plus loin. Je l'ai accepté. Ça, c'est vraiment un exemple d'ouverture d'esprit et de polycompétence. Je suis devenu animateur. Aujourd'hui, vous faites ça, mais demain, vous ferez certainement autre chose. Monsieur James Sola, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà, j'espère que dès que j'aurai terminé de lire votre livre, on va rediscuter. Très bien. Parce que j'aime la discussion, de la discussion jaillit La lumière. la lumière. La louche. Voilà. Juste une information, je peux la communiquer? Oui, Où est-ce allez-y. que le livre est disponible? À combien il est disponible? Parce qu'on a eu plein de questions je hier. sais pas combien il coûte, mais il coûte pas très cher. 24,99 €. Oui, ça c'est en France. Mais je veux dire que ici au Gabon, parce que là on est à Libreville, le livre il est disponible à la Maison de la Presse. Il est disponible aussi dans les librairies Livre Plus. Ils ont un circuit, je crois. Ce qui m'a beaucoup plu avec Livre Plus, c'est qu'ils ont également des points de distribution à l'intérieur du pays, ce qui est extrêmement important. Et puis, il est aussi disponible au cabinet IADL. D'accord. Alors, par rapport à ce livre-là et par rapport au professionnalisme, ceux qui sont intéressés, donc je vous ai lancé une invitation aux jeunes et aux moins jeunes. Nous allons organiser le samedi 11 juin à 10h à la Chambre de commerce de Libreville une masterclass. C'est-à-dire que pendant quelques heures, on va non seulement présenter le livre, mais on va parler du professionnalisme. On va répondre aux questions des personnes qui nous feront l'amitié de venir à cet événement. Ce sera ouvert, gratuit, bien sûr. Ça, d'accord. Et je sais que les gens aiment beaucoup les choses gratuites. Et on a parfois tendance à dire que les choses gratuites ne valent rien. Si, elles valent beaucoup, parce que moi j'ai une passion de pouvoir partager ce que je sais avec les autres. Donc le samedi 11 juin,
à 10h à la Chambre de commerce. Nous allons faire une masterclass et nous allons également, par la même occasion, donc présenter l'ouvrage, faire une masterclass sur le professionnalisme et également dédicacer l'ouvrage aux personnes qui ont déjà acheté un ouvrage, qui veulent venir à cette masterclass, donc on pourra faire la dédicace, et ceux qui vont éventuellement acheter l'ouvrage également sur place pourront le faire là. Et on le fera à un prix spécial, ça sera le prix, mon prix à moi. Là, le prix de la distribution sera mon prix à moi, c'est un prix spécial pour les gens qui viendront. Samedi 11 juin à 10h à la Chambre de commerce de Libreville. Merci Luc Ondias, merci Monsieur James Ola qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On va continuer la Fresh Morning avec Gina et on va se retrouver dans quelques minutes. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.